C'est un espoir et un soulagement de pouvoir contribuer à la réflexion de la Convention citoyenne de la fin de vie, parce qu'en tant que malade d'une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire une maladie incurable, où je sais que progressivement je vais devenir le fantôme de moi-même, j'éprouve une véritable peur. La peur d'abord de ne pas trouver au bon moment le bon médecin, c'est-à-dire le médecin qui, à un moment, et j'y reviendrai par la suite, saura m'accompagner vers ce que je souhaite être un suicide médicalement assisté, mais aussi la peur de ne pas être écoutée, parce qu'il est clair qu'en ce moment, ces mêmes médecins qui ont pu diagnostiquer cette maladie incurable, qui m'accompagnent, ne peuvent pas entendre et refusent de répondre à ma demande de suicide médicalement assisté le moment venu. Et je l'évoquerai par la suite. Les réponses, au contraire, sont tantôt allusives, alors que c'est une maladie incurable et les choses vont aller en s'empirant, ou bien alors les propos est infantilisant. Donc déjà, cette réflexion sur la fin de vie, pour moi, elle a été simultanée à l'annonce de la maladie. Dès que j'ai su que j'étais atteinte de cette maladie incurable, immédiatement, je me suis posé la question. Alors, la seule chose, c'est qu'actuellement, quand on parle de suicide médicalement assisté, et je ne parle pas d'euthanasie, mais de suicide médicalement assisté, le moment venu par rapport à ma maladie, c'est complètement illégal. C'est complètement illégal pour autant, et ça c'est l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui l'affirme, il y aurait au moins 5000 euthanasies clandestines par an, donc illégalité où les médecins se mettent en danger. La même illégalité, on la retrouve par le fait qu'il soit extrêmement facile d'acheter du pentobarbital en ligne. Pentobarbital achat en ligne, je l'ai trouvé extrêmement facilement, sans même s'interroger sur le fait que je sois majeure ou pas, comme tout achat en ligne. Et pire, en ce moment, c'est la période des soldes, et il y a des soldes sur le pentobarbital. Enfin, je préfère sourire, mais on est dans l'illégalité et dans l'hypocrisie. C'était extrêmement facile, il y a un problème de coût, parce que ça coûtait 500 €, mais illégal. Avec le risque, d'abord, que le produit, qui n'est bien sûr pas un produit vendu en officine, puisqu'il faut l'acheter en ligne, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son dosage, on ne connaît pas la qualité pharmaceutique du produit, avec le risque, bien évidemment, au moment où j'aurais souhaité bénéficier, le terme est un peu fort, mais recevoir ce suicide médicalement assisté en achetant en ligne du pentobarbital, d'un échec, tout simplement. Donc des souffrances accrues. Alors, il y a aussi la solution de l'étranger. La solution de l'étranger, la Belgique, ça veut dire accepter d'attendre 6 mois. 6 mois entre le moment où on considère et on ressent que son état s'est tellement aggravé que l'on souhaite à une fin de vie, attendre 6 mois de plus. Donc 6 mois de souffrance physique, psychique, pour le malade, mais aussi pour son entourage. Reste aussi la solution suisse, mais la solution suisse, outre l'adhésion, a un coût de 10 000 €. Donc là, en fait, il y a malgré cette illégalité, on trouve des solutions, toujours dans l'illégalité, elles existent. La question, c'est maintenant que faire. Alors, à l'évidence, j'ai la lucidité de pouvoir analyser la situation par rapport à cette maladie incurable où je vais progressivement baisser, où j'ai déjà des signes qui ne sont pas perceptibles aujourd'hui, mais j'ai déjà un certain nombre de facteurs et de problèmes qui font que progressivement je vais perdre mon identité, perdre la possibilité de l'attention, perdre l'interaction sociale, perdre la parole, perdre la motricité, perdre la propreté. En fait, en clair, je vais devenir un fantôme, le fantôme de moi-même. Et là, il y a un refus personnel qui est le refus personnel de devenir ce fantôme de moi-même. Ce n'est pas l'image que je souhaite que mon entourage conserve de moi. Démarche tout à fait personnelle, mais c'est ma liberté. Et cette notion de liberté, elle est écrite sur toutes nos mairies. Il ne s'agit pas, et c'est le cas actuellement, de la nier. C'est un sujet donc qui n'est pas légal, je l'évoquais, c'est un sujet extrêmement lacrymogène, parce que parler à mon entourage de mon choix d'un suicide médicalement assisté, il peut être
entendu actuellement. Il ne peut pas être écouté, puisque ça serait illégal, justement. Donc, mon conjoint peut l'entendre, mais il ne peut pas écouter, il ne peut rien faire. Et quant à mon entourage familial, mes enfants, on a aussi tout le panel de la société française, avec ceux qui refusent complètement le sujet, ceux inversement qui considèrent, parce que tous les jours ne sont pas comme aujourd'hui, en voyant ces jours-là, que déjà il faut vraiment se poser la question dès maintenant, ce qui n'est pas forcément mon analyse, et inversement, ceux qui vont s'impliquer dans la recherche et agir. Enfin, en tout cas, on a là, et je prends l'exemple familial enfantin, enfin de jeunes actifs à adolescents, où on a toujours ce sujet tabou. C'est le tabou du XXe siècle. Alors qu'en Allemagne, j'ai lu et j'ai entendu qu'il y aurait, je suis prudente, une journée de formation en lycée, donc des jeunes, des ados, à la fin de vie. Donc, ce qui permet de lever le tabou et d'enclencher le débat. D'accord, pas d'accord, on en parle. Ce qui veut dire qu'en ce moment, moi je me sens très seule. Je me sens très seule parce que cette maladie neurodégénérative, qui est incurable, qui va faire que je ne serai plus moi-même. Je ne serai plus celle qui est en ce moment en train de parler, qui est en train d'expliquer rationnellement, qui arrive sur un chemin. D'abord, ce n'est pas le cas tous les jours. Et puis, si je le fais aujourd'hui, je sais que ça sera de moins en moins le cas. Donc, une solitude, d'être contrainte d'accepter une dépendance que je refuse. Et cette contrainte et cette dépendance, c'est celle d'évoluer vers les soins palliatifs, puisqu'actuellement, la loi fait qu'on évolue vers des soins palliatifs, donc on accepte que la personne vive dans la dépendance. Alors, là encore, soit on a une structure familiale très organisée, très disponible, avec des moyens conséquents, où on peut avoir quelqu'un pour le jour, pour la nuit, quelqu'un qui va venir pour les soins, pour vous stimuler physiquement, psychiquement, pour la parole. D'accord, ça devient une PME, il faut quand même avoir une logistique et des personnes dans votre entourage qui acceptent de se mobiliser pour gérer cette logistique. Ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Alors sinon, la solution, c'est l'établissement. Je ne parle même pas des scandales qu'on a entendus en France, mais globalement, il y a un problème de disponibilité des soignants, de qualité des soins apportés, et puis, j'ai envie de dire, un problème aussi d'identité. Parce que quand on se met en colocation ou quand on vit avec une personne, on a choisi son partenaire, on a choisi son colocataire, et là, sous prétexte que la personne est à la fin de sa vie, on lui impose un lieu, un mode de vie. Donc en fait, on nie complètement la personnalité sous prétexte que la personne est devenue dépendante. Donc là encore, la liberté, je ne la vois pas. Alors, tout cela étant dit, depuis le début, donc depuis que je sais que j'ai cette maladie neurodégénérative qui fait que ça n'est pas à 80 ans que je me poserai la question ou à 70 ans que je me poserai la question. Donc, j'ai essayé d'être très consciente et d'avoir une démarche d'analyse, à savoir jusqu'où je vais rester ancrée dans le contrôle. Et pour moi, c'est une assurance, l'assurance d'être entendue à un moment donné. Alors, je parle d'une assurance parce que c'est pas parce que j'aurais trouvé le professionnel de santé et la méthode qu'il faudra, parce que j'ai eu une journée, une semaine vraiment difficile, qu'à ce moment-là, je dirais ça y est, c'est le moment de passer au suicide médicalement assisté. Non, c'est juste la notion d'assurance, d'être entendue pour ne pas me laisser sombrer dans la dépendance. On est sous cette logique de tant que l'on peut le faire, le dire, on prépare et on s'assure. C'est vraiment une démarche assurantielle. Alors concrètement déjà, c'est trouver le bon neurologue. C'est déjà la base, c'est une relation. Cette fameuse relation individuelle qu'on doit avoir avec le médecin, là on est en plein dedans. De trouver le neurologue qui accepte sans m'infantiliser d'entendre ma demande de suicide médicalement assisté. Et ensuite, c'est un outil, pour moi, je le vois comme un tableau à double entrée, abscisse ordonnée, donc un tableau c'est objectif, avec en abscisse les différents aspects liés à ma pathologie, physiques et comportementaux, et en ordonnée, et on a des échelles
elles existent, donc très objectives, voilà, de ce que je perds avec des graduations. Donc en fait, on arrive vraiment à savoir qu'en A5, en B4, moi je définis, j'accepte d'aller jusqu'à... Je peux définir un seuil très précis. Alors j'entends bien que le seuil que je pourrais définir maintenant, ce ne sera peut-être pas le seuil quand certains problèmes m'arrivent en ce moment. Bon, en général, ça m'arrive une journée, 2 journées, 3 journées, et je sais qu'il y aura une 4e où je remonterai la pente. Donc, bon, donc la crainte, c'est toujours de faire évoluer ce curseur. Donc si actuellement je le mettais à 5 jours, par exemple, avec certaines des pathologies, je ne rentrerai pas dans le détail par pudeur, bon, ça ne sera peut-être pas le cas. Je comprends que ce tableau puisse un peu évoluer, mais déjà, la base, c'est le dialogue, une co-construction avec le neurologue qui m'entend, qui n'est pas allusif, qui n'est pas infantilisant, et ensuite un tableau très précis, symptôme par symptôme, avec une grille d'évolution. Et à ce moment-là, une fois que ce qui aura été le seuil de tolérance que je définis pour moi, qui ne sera pas celui d'un autre malade de la même maladie neurodégénérative, eh bien, c'est de recevoir ce suicide médicalement assisté. Et là, on est dans une démarche légale, on est une démarche sûre, parce que c'est le bon produit, administré par un professionnel, parce que c'est gratuit, donc c'est accessible à tous, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Et puis c'est simple. Alors simple ne veut pas dire simpliste, hein, j'ai bien dit, on parle d'une grille, on parle d'un tableau, quelque chose qui peut être enregistré dans un dossier médical auprès du médecin, du médecin référent, ou du neurologue qui nous suit. Donc fondamentalement, la contribution que je souhaiterais apporter à la réflexion de la Convention citoyenne de fin de vie, c'est celle de demander à être entendu. Juste entendu, c'est ça. Pour qu'on accompagne ma liberté de ne pas devenir dépendante et de ne pas devenir le fantôme de moi-même. C'est ça. Une question qui me venait en vous écoutant, il y a une espèce de contradiction, c'est-à-dire que vous savez des tas de choses, vous avez des tas de sources, vous vous référez à plein... Enfin, vous avez beaucoup d'infos. Et en même temps, vous dites, voilà, moi j'ai besoin d'un neurologue avec qui j'ai une vraie relation, qu'on ne soit pas dans un rapport info. Bon, donc ça veut dire que vous n'avez pas eu ces infos par le biais du monde médical. Vous avez trouvé toute seule. Complètement. Voilà. Bon, là, il y a un vrai problème. C'est le problème. C'est-à-dire que cette maladie neurodégénérative est mal connue. De toute façon, le grand public connaît la maladie d'Alzheimer, ça c'est connu. Mais encore avec un certain nombre de clichés. Il y a beaucoup d'autres maladies neurodégénératives. Il s'agit de les faire connaître avec leurs différences, avec des patients aussi qui vont être différents. À ce titre-là, dès que j'ai su ça, d'abord j'ai essayé de chercher, parce que je suis atypiquement jeune, si l'on peut dire, pour une maladie neurodégénérative. Alors c'est très relatif, je n'ai pas non plus dit que j'étais une jeune femme, mais il n'empêche que, oui, j'ai cherché quelles étaient les structures pour les malades jeunes. J'ai cherché beaucoup sur Internet, que ce soit en France ou à l'étranger, aux États-Unis, puisqu'il y a une vraie réflexion. J'ai cherché, y compris pour tous les traitements paramédicaux, les accompagnements. J'ai tendance à croire que c'est aussi parce que j'ai décidé de rechercher que je suis peut-être à même de vous parler aujourd'hui, parce que peut-être que sinon, la maladie, ou peut-être pas, je ne suis pas compétente, mais elle aurait peut-être pu évoluer plus vite. Mais il est clair que les neurologues, là encore, c'est un débat de société, tout simplement, ils n'ont pas le temps. Pour trouver, alors, le neurologue de ville, outre le fait qu'il faille 3 mois d'attente avant de prendre rendez-vous, n'a pas été formé aux maladies neurodégénératives d'une façon aussi large, exhaustive, que ne peut l'être un tout jeune neurologue qui sort. Ça c'est clair, pour en avoir consulté plusieurs, bon, c'est une première chose. Et quant aux neurologues, aux professeurs, donc aux sommités, il y a une question de disponibilité. Donc quand je dis 6 mois, c'est un minimum d'attente, avec un rendez-vous quand même qui est très limité en temps. Je le comprends, c'est tout à fait légitime, donc il faut mieux aussi qu'on cherche. Donc les associations, j'ai découvert moi l'association l'A2MCL qui m'a donné beaucoup d'infos, dans laquelle maintenant je me suis pas mal impliquée, parce qu'il faut aussi pouvoir que les personnes et leurs aidants victimes de maladies neurodégénératives aient de la ressource.
aide l'info, sache trouver des compléments à uniquement l'information que le neurologue donnera, qui peut être d'ailleurs brutale. Moi, j'en ai fait l'expérience assez douloureuse où on vous annonce ce genre de maladie incurable avec un pronostic de vie limité sans un accompagnement psychologique prioritaire. L'autre chose, vous disiez, des personnes discuter, mais avec les malades, parce que l'entourage du malade n'a pas le même ressenti. Le malade n'a pas toujours, dans cette maladie, n'a pas tous les jours la même capacité d'analyse et d'impact. Mais les moments où il l'a, et là aussi il faut le reconnaître, donc ça ne peut pas être qu'entre l'aidant et le neurologue. Donc c'est vraiment mettre le malade au cœur du... C'est sûr. C'est sûr, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, parce que d'abord les malades, sur les maladies neurodégénératives, il y a autant de malades qu'il y a de maladies, et parce qu'en plus il y a autant de stades. Un stade prodromal, ce n'est pas un stade avancé, ce n'est pas un stade très avancé. Donc pour l'instant, le malade, déjà, comment on lui dit, quand on lui dit, est-ce que c'est un entretien particulier, est-ce que c'est à la remise des... Je ne sais pas s'il y a des règles. Moi, je n'ai que mon expérience et d'errance médicale, parce qu'il a fallu 2 ans d'errance médicale avant qu'on pose cette maladie neurodégénérative. On en a annoncé 3 avant de trouver la bonne, avec à chaque fois des batteries d'examens, lourds. Toujours est-il que, il y a toute une période où j'ai éclusé, j'ai été suivie dans plusieurs CHU. Ça m'a permis de voir aussi à quel point, il y avait le rendez-vous avec le neurologue, mais il n'y avait pas, au-delà du neurologue, tout cet accompagnement du malade, mais aussi de son entourage. Parce que concrètement, l'entourage, qui est quand même, au quotidien, ce sont les aidants. Ça veut dire qu'il faut que nos aimants deviennent des aidants. Nos aimants, ils n'ont pas signé pour ça. Ils n'ont pas signé pour nous retrouver dans un sale état en sachant que ça ira pire. Nos enfants, nos parents, autant de personnes qui auraient sûrement besoin aussi qu'à un moment donné, sur un format réduit, mais on les accompagne psychologiquement à accepter et d'abord à savoir, parce que c'est pas la même chose si c'est moi qui ai recherché, lu et expliqué voilà comment les choses vont évoluer. Je parlais tout à l'heure d'un sujet très lacrymal. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un avec lequel vous êtes dans une relation d'affection, qu'elle soit horizontale, qu'elle soit verticale, haut ou bas, donc vers les parents, vers les enfants. Voilà ce qui va m'attendre et jusqu'où moi j'accepte et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et comment vous allez de moins en moins voir celle que j'étais il y a quelque temps. Donc là je pense vraiment que y a un besoin de renforcement, la structure systématique dès qu'il y a annonce de ces pathologies-là. Parce que pour l'instant, tout ce qui est systématique, c'est si je parle de suicide médicalement assisté, là on se dit oh là, elle va très mal, donc il faudrait que vous preniez tel médicament, il faudrait que vous alliez voir un psychiatre. Non, c'est juste une démarche d'analyse. Je parle de tableau à double entrée, ça ne peut pas faire plus analytique. Je parle d'un curseur que je positionne, voilà. Ça n'a rien à voir avec une personne qui vit un traumatisme quel qu'il soit, qui a un besoin ponctuel d'accompagnement médicamenteux ou d'accompagnement psychiatrique. Non, vraiment, ma démarche, elle est purement analytique, elle est tout à fait consciente, parce que je sais que je ne veux pas devenir ce fantôme. Et encore là, j'ai uniquement évoqué le suicide médicalement assisté, en disant je serais encore à même de me rendre compte que sur plusieurs items, j'ai atteint et je ne veux pas dépasser un certain stade pour rester vraiment vivante. Bon, si ce n'est que si je les dépasse, ces stades, dans ce cas-là, je ne serai plus à même. Et là, je voudrais bénéficier d'une euthanasie active. Je crois que là, la civilisation, c'est ça aussi, d'accepter, d'entendre la demande de suicide médicalement assisté, ou si on le dépasse, d'euthanasie, avec là encore, quelque chose de formel, formalisé, pour qu'on soit dans la légalité, dans une démarche sûre, médicalement sûre,
Et puis, dans une démarche gratuite, là je raisonne, voilà, je parle de ma liberté, c'est un droit en tant que citoyenne, je parle d'un égal accès aux soins, y compris si c'est un soin qui donne la mort, en tant que citoyenne. Bon, alors, je ne sais pas ce que proposera la Convention citoyenne de fin de vie, ni ce qui sera retenu par le président, mais il faut entendre cette population vieillissante, ces maladies neurodégénératives qui sont diverses et qui font qu'on n'est plus soi-même. Voilà. Donc c'est ça, la liberté de rester vivante jusqu'au bout.